Georges devrait être libre depuis une dizaine d'années si la justice française était indépendante et libre. Voilà. Et c'est parfaitement insupportable. « 60% de la population israélienne veut quitter Israël. Première chose. Deuxième chose, l'un des fondements de l'État d'Israël, c'est-à-dire l'armée israélienne, avec le service militaire de 3 ans pour les garçons et de 2 ans pour les filles. 45% des filles essaient d'esquiver le service militaire et 27% des garçons essaient d'esquiver le service militaire. Donc l'un des fondements est en train de s'effondrer. Et là-dessus, il y a indépendamment des contradictions internes à Israël, il y a toutes les interventions d'Israël dans le monde. On sait que Israël participe à la guerre contre Bachar al-Assad en Syrie et contre l'Irak. D'abord, l'ONU s'octroie le droit de partager une terre qui ne lui appartient pas, en complète contradiction avec sa charte. C'est un fait unique dans l'histoire de l'ONU. L'ONU s'arroge ce droit-là, qu'elle n'a aucun droit sur de propriété, de partage d'une terre qui ne lui appartient pas. Le peuple palestinien n'a jamais été consulté. Et pour la première fois, on entend le terme de État juif, État arabe. Et là, il faut s'arrêter un peu parce que chez nous en Palestine, les Palestiniens, la terre de Palestine, c'est la terre des 3 grands monothéismes. Les juifs, les chrétiens et les musulmans. Chez nous, Palestiniens, on n'a jamais fait de différence entre juifs, chrétiens et musulmans. Aujourd'hui encore, il y a des Palestiniens qui sont juifs, chrétiens et musulmans. Parce que ceux qui habitaient cette région, ils étaient juifs. En Palestine, au Liban, dans tout le Moyen-Orient, même jusqu'au Maghreb, voilà. Donc, chez nous, les juifs, ils ont toujours été là. Après, il y a eu le christianisme, après, il y a eu l'islam. Mais ils n'ont jamais été une pièce rapportée de l'extérieur, ils ont toujours été là. Et aujourd'hui encore, il y a des Palestiniens qui sont juifs. Donc le fait, non seulement l'ONU a partagé une terre qui ne lui appartient pas, mais elle a instauré officiellement dans les résolutions internationales la ségrégation. Elle a instauré 2 États, c'est-à-dire elle a instauré la ségrégation entre juifs et non-juifs. Libérez Jean-Jacques Dalla! 24 ans de prison, toute une vie de résistance! Libérez Jean-Jacques Dalla! On a toujours appelé à une chose, à la création d'un seul État sur toute la Palestine historique, de la mer au Jourdain, comme le préconisait la charte de l'OLP, qui pour nous n'est pas caduque, comme Arafat l'a déclaré, et en finir avec le système colonial qu'est l'État d'Israël.
ambitieuse. Donc Gaza, c'est une cage au sens strict du terme. Quand on rentre dans un couloir qui est comme le couloir aux fauves, 40 km de long sur 10 km de large. Les deux petits côtés, c'est des très hauts murs. La porte donne sur l'occupant, Eretz, et la porte sud, elle donne sur l'Égypte. Et elle est tout aussi fermée. Tout aussi fermée. La complicité, pour ne pas dire plus, de l'Égypte dans le blocus de Gaza, elle est entière. Elle est entière et criminelle. Et puis, toute la frange est, c'est un grillage, on va dire. Alors on va dire, oh, un grillage. Oui, c'est un grillage qui est ponctué tous les, je dirais, 200 mètres de cette espèce de chose. Ça, c'est une tour. C'est une tour et normalement, entre guillemets, elle a les ailes fermées. Et puis tout d'un coup, vous allez voir les ailes s'ouvrir, l'arme va sortir et elle va tuer. Mais la personne qui a décidé de tirer, elle n'est pas dans la tour, il n'y a personne dans la tour. La personne qui a décidé de tirer, elle est dans une salle climatisée à Tel Aviv, elle a un joystick dans la main et elle décide de la vie ou de la mort des paysans qui travaillent leurs champs en face de ce côté-là de la barrière. Moi, je suis fille de résistants. Je suis née en 50 d'un couple de résistants communistes. Pour moi, 45, c'était une date lumineuse. Jusqu'au moment où je me suis aperçue que 45, c'est aussi les massacres de Sétif, ça précède de très peu le bombardement d'Haiphong, c'est-à-dire qu'en 45, on a abattu le régime nazi, mais pas les idées qui lui donnaient naissance. Et ces idées suprémacistes, c'est celles qui continuent, qui ont nourri tout l'élan colonialiste, qui ont nourri les folles guerres pour essayer de freiner la décolonisation, et qui nourrissent actuellement cette avancée coloniale qu'est Israël. Pourquoi nos gouvernants sont complices ? Ils sont complices parce que cette reconquête coloniale, elle est le rêve de toutes les puissances coloniales. Je ne dis même pas ex-coloniales, parce que la France est toujours une puissance coloniale. Elle est le rêve. Elle est le rêve pour deux raisons. D'abord parce qu'elle montre que c'est possible, et elle avance. Et le rouleau compresseur colonial, il avance. Il avance. Il montre que c'est possible, et puis, en ce faisant, il développe des techniques de contrôle des populations extrêmement sophistiquées, de contrôle jusqu'au fait de les abattre. Et donc, c'est pain béni pour tous les régimes qui ont besoin de faire taire leur population, c'est-à-dire pour tous les régimes de la terre. Donc voilà, ce à quoi on fait face en réalité, c'est l'organisation impérialiste du monde. Il n'est pas question de lobby. C'est pas parce qu'il y a des lobbies à droite ou à gauche ou ceci. C'est pas parce que, comme le pensent certains fous furieux, payés peut-être ou peut-être pas payés, juste fous furieux, parce que les Juifs tiennent le monde. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Si le rouleau compresseur colonial avance, c'est qu'on n'a pas été capable, nous, peuple du monde, de faire monter en face l'exigence du fait un homme égale un autre homme, et quand je dis homme, j'embrasse toutes les femmes, que la seule solution pour vivre en paix, c'est de vivre dans la justice, c'est-à-dire dans l'égalité des droits. On n'est pas capable de faire monter ce mouvement suffisamment fort. Important de savoir, Nadia l'a déjà indiqué, qu'Israël a été totalement impliqué dans cette guerre contre la Syrie. Israël soignait les combattants blessés, Israël donnait des formations, et Israël donnait des informations militaires pour les combats à Al-Qaïda et à Daesh. Okay? Donc on est soi-disant contre le grand terrorisme assimilé aux musulmans, et voilà ce que fait Israël. Israël a bombardé la Syrie une centaine de fois en 5 ans. Donc je crois que c'est quelque chose qui est très important d'indiquer que c'était une guerre de tout le camp occidental contre la Syrie, une guerre organisée et programmée.
importante pour comprendre notre époque. Et je crois donc que le rapport de force, il a changé. Au niveau de l'attaque contre la Syrie, au niveau d'Israël, et il a changé aussi au niveau du régime des Saouds. On voit que les Saouds ont lancé toute une série d'agressions contre d'autres pays. Et maintenant, ils sont tellement divisés entre eux qu'il y a le gangster en chef qui a racketé les autres gangsters pour établir son pouvoir et faire un maximum de fric avec les applaudissements de Trump. Et en poursuivant une guerre criminelle, génocidaire contre le Yémen, dans le plus grand silence de la presse occidentale, mais qu'ils ne parviennent pas à gagner. Donc, la scission avec le Qatar témoigne de cette évolution du rapport de force, et donc je crois qu'on doit bien réfléchir que nos adversaires connaissent de très grands problèmes et que ça doit faire partie de la stratégie. Un point important, c'est l'affaiblissement d'Israël aussi, y compris à l'intérieur. Israël n'a pas réussi à gagner ni contre les Libanais, ni contre Gaza, n'a pas réussi à provoquer une guerre contre l'Iran qu'il essayait absolument d'obtenir. Obama n'a pas marché. Et il y a un très grand affaiblissement d'Israël sur ce plan-là, mais aussi un affaiblissement à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2011, on a eu des manifestations sociales, des revendications en Israël, avec une jeunesse qui disait, avec vos mesures néolibérales, avec tout le capitalisme le plus sauvage, on n'arrive même plus à se payer un appart. Et donc, il y avait un mouvement de protestation sociale important. Le problème, c'est qu'il aurait fallu pouvoir faire la connexion avec le fait que s'il n'y a pas d'argent pour vous, c'est parce qu'il y en a pour l'armée, pour l'occupation, pour toutes les industries de guerre d'Israël, et pour la corruption. Pratiquement chaque premier ministre israélien depuis 25 ans a été accusé pour une grave affaire de corruption. Il y en a même un ou deux en prison, si je me trompe. Et donc, il y a une contradiction évidente aussi à travailler pour faire comprendre qu'il y a un lien de cette situation sociale avec la guerre. Il y a eu, il y a quelques années, un sondage organisé par l'Union européenne. Quel est le plus grand danger pour la paix? Israël numéro 1 pour les Européens. Israël numéro 1. Le plus grand danger pour la paix. Pourquoi est-ce que les négociations n'ont pas lieu? Réponse Israël. Donc malgré des années de battage médiatique, on arrive quand même à une opinion qui est de notre côté majoritairement, et donc la question est d'arriver à transformer ça effectivement en des actions concrètes, comme on l'a dit. Le problème du soutien à l'international, il est vraiment le talon d'Achille d'Israël, parce qu'ils ont besoin d'une émigration pour maintenir le rapport démographique et compenser l'exode actuel d'une partie de la population israélienne, dont on n'en parle pas, mais évidemment, ils en ont marre de vivre dans ces conditions-là. Et donc, il y a eu un rapport, un sondage organisé par les instituts traditionnels aux États-Unis, qui a montré que la jeunesse juive aux États-Unis se désintéressait d'Israël, se sentait plus solidaire. Donc ça, c'est un très grand problème, parce que depuis des années, l'AIPAC et le lobby sioniste travaillent justement à faire en sorte que la politique des États-Unis, quel que soit le président, soutienne à fond Israël et agresse les Palestiniens. Et donc, cette idée qu'une majorité de la population des jeunes juifs aux États-Unis se détourne d'Israël, pour eux, c'est une catastrophe. En France aussi, on a des sondages de ce genre, et donc, la réaction d'Israël est de redoubler leur propagande sur l'antisémitisme. C'est la seule manière, premièrement, la propagande sur l'antisémitisme, c'est leur seul argument, entre guillemets, parce qu'ils n'en ont aucun autre. Quand on commence à discuter sur les faits, il n'est pas possible de défendre plus 5 minutes le colonialisme, l'apartheid, le nettoyage ethnique, toutes les atrocités qui sera décrites avec beaucoup d'émotion.
Et donc, leur seul argument de propagande, leur seul thème de campagne de marketing, c'est l'antisémitisme. Alors vous allez dire, marketing quand même, il est un peu audacieux là, traiter ces pauvres Israéliens, l'opération marketing. Heureusement, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Ilan Pappé dans ce livre que je vous recommande. Il a, à la fin de son livre, expliqué comment Israël a lancé des campagnes de marketing pour défendre la marque Israël. Dans un premier temps, avec une campagne de pub classique, on montrait Miss Israël en maillot bien sexy, on montrait des gentils homos qui se tenaient par la main. L'idée c'était, vous voyez, on est comme vous, on est progressiste, on est moderne, on est comme vous. Mais ils ont constaté après un petit temps que ça ne marchait pas, surtout étant donné les massacres qu'ils avaient commis, qui étaient en contradiction avec cette marque Israël. Et donc, ils ont changé de stratégie. Ça, c'est un point très très important. Ils ont changé de stratégie et ils ont fini par indiquer, je vais essayer de retrouver la page, que en fait, il fallait aborder la question de la marque Israël comme une guerre, qu'il fallait utiliser absolument tous les moyens. Et donc, la campagne sur l'antisémitisme a été créée par l'armée, le Premier ministre et les affaires étrangères. Et donc, ils ont créé un groupe qui déclarait, la citation là-bas, je ne la retrouve pas, mais je la connais plus ou moins. Ah oui, non, la voilà. Quels que soient les responsables de la délégitimation, ça veut dire la critique d'Israël, y compris des professeurs israéliens qui soutiennent BDS, ils devraient être combattus comme dans une guerre. Je cite, combattus comme dans une guerre. Ils devraient être ciblés et combattus et non affrontés sur le plan intellectuel. Ça veut dire que le gouvernement et l'armée israélienne donnent la directive, on ne discute pas sur les faits, on ne discute pas sur les idées, ils savent qu'ils vont perdre. Pardon. Donc, on ne les affronte pas sur le plan intellectuel, mais il faut recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant. Voilà, je crois que ça c'est clair. Vous avez devant vous un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, d'une personne contre qui on emploie tous les moyens jamais utilisés auparavant pour essayer de nous étrangler et de nous faire taire, mais ça ne marchera pas. Quels sont les intérêts de la France par rapport aux gouvernants de soutenir Israël, même pendant des périodes où on voit des civils se faire tuer. Merci. Bien. Je vais essayer d'être court pour pas faire beaucoup de questions et donner la place à tout le monde, mais c'est pas si simple. Avec le mouvement des non-alignés, avec l'énorme développement économique, politique et commercial de la Chine, le rapport de force dans le monde a changé. Et donc, des puissances comme la France, l'Allemagne, la Belgique, etc., ont besoin d'un gendarme, ont besoin des États-Unis, qui sont la seule force capable de maintenir l'ordre et de maintenir les peuples du Sud à leur place, de temps en temps par une bonne guerre, et sinon par les méthodes de la CIA, de la guerre indirecte, de la corruption, etc. Donc je crois que la France est dans ce type d'alliance. La France essaye de conserver sa part du gâteau en Afrique sur les minerais, au Moyen-Orient sur le pétrole et le gaz, tout simplement parce que ce sont des profits indispensables aux grosses sociétés qu'il y a ici. Chirac, je crois, dans un jour d'honnêteté ou de grande boisson, déclaré que la France sans l'Afrique était économiquement fichue et que toute la prospérité de la France venait de l'Afrique. Et donc je crois que il y a le même genre de déclaration aussi en Angleterre. Donc voilà, je crois que c'est dû à ça. C'est une tentative
d'aller contre le cours de l'histoire, de freiner ça et de garder les privilèges des multinationales. Sur la question du pétrole et du gaz, la guerre de Syrie peut être éclairée par le fait que Bachar el-Assad était très bien vu, il était reçu par tout le monde, et le jour où il a dit « je ne vais pas prendre le pipeline du Qatar, je vais plutôt travailler avec les Russes », il a ramassé ce qu'on sait après. Si nous avons le plus ancien prisonnier politique en Europe, qui s'appelle Georges Ibrahim Abdellah. Pour moi, pour nous tous, c'est un prisonnier politique palestinien en France. Il faut soutenir ce monsieur, il faut aider à sa libération. Nous n'avons pas réussi même à obtenir ça. Même à obtenir que ne soit pas effective la perpétuité en France. C'est quelque chose qui n'est pas légal. C'est un monsieur qui va entamer sa 35e année en prison. Le quart pour la manifestation à la Maison, il part de la République vendredi soir. Tous ceux qui peuvent donner du vendredi soir au dimanche matin, il faut venir. Il faut venir, il faut prendre à bras-le-corps cette question. La France abrite le plus vieux, au sens du nombre d'années, prisonnier politique du monde. C'est une honte, il faut arrêter ça. Tout le monde déteste les sionistes, tout le monde